La vue derrière moi, c'est probablement l'une des vues les plus connues de Bruxelles, hein. La rue de la Régence, la vue sur la place Poulart et le fameux palais de justice, petit à petit débarrassé de ses échafaudages. Une vue qu'on a tellement l'habitude de voir qu'on oublie qu'elle est totalement historique, que c'est une vue patrimoniale en quelque sorte. Elle a été dessinée par les urbanismes qui ont dessiné la capitale il y a bien longtemps de cela. Cette vue est-elle en danger? Eh bien, c'est le sentiment de la Commission royale des monuments et sites qui estime que ce type de perspective est mis en danger par différents aménagements. Alors, c'est le cas ici, mais c'est le cas dans d'autres endroits de Bruxelles. Et alors, c'est une question intéressante, comment allier le respect du patrimoine aux enjeux sociétaux, aux enjeux environnementaux, face à laquelle la ville est confrontée en 2024. Comment faire la balance entre ces deux points de vue? Ces deux points de vue sont-ils conciliables? Comment? Eh bien, on en parle juste après ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, ravi de vous retrouver. Alors comment préserver le patrimoine tout en permettant à la ville de s'adapter et de changer aux évolutions de la société? On va en parler avec vous, Stéphane Van Acker. Bonsoir, vous êtes président de la Commission royale des monuments et sites. Merci de nous rejoindre. Alors c'est quoi déjà cette Commission royale des monuments et sites? On entend si souvent parler à Bruxelles. Oui, c'est une commission de 18 membres, pluridisciplinaire. Il y a des architectes, il y a des paysagistes, il y a des historiens, en fait, qui se prononcent sur tous les projets qui se font sur les monuments et qui sont classés, mais aussi sur des permis qui se trouvent dans les zones de protection des monuments. Nous nous retrouvons chaque 3 semaines pour débattre et pour voir toute une série de projets de la ville. Sur votre avis sur des projets, est-il obligatoire? Doit-il être suivi? Est-il conforme, comme on dit? Tout à fait. Effectivement, sur les monuments classés, notre avis est conforme. Sur les autres permis d'urbanisme pour lesquels nous sommes consultés, nous avons juste un avis comme toutes les autres instances. Mais effectivement, sur les bâtiments classés, c'est conforme et à suivre. Ces derniers mois, vous avez fait une sortie par rapport au paysage urbain bruxellois. Déjà, c'est quoi un paysage urbain? Et quel était votre constat par rapport à ça? Écoute, un paysage urbain, c'est un ensemble qui est constitué de voiries, d'espaces publics, de bâtiments, aussi des ensembles paysagers, ça peut être des parcs. Et Bruxelles est particulièrement dotée de merveilleux exemples de paysages urbains. La ville a été formée en plus grande partie fin 19e. Un peu comme une œuvre totale en quelque sorte. Exactement. Pour citer, il y a le quartier de Béguinage, il y a le tracé royal, il y a l'avenue de Tervuren, il y a les squares. Mais plus récent, il y a aussi... Cette fameuse vue qu'on a l'habitude de voir entre le palais de justice et le parc royal avec la rue de la Régence au milieu, par exemple, c'est tout un ensemble paysager qui a été dessiné comme tel. Exactement, et qui est cohérent, où en fait, la voirie, l'espace public et les bâtiments ont été conçus ensemble. Aujourd'hui, vous avez une crainte par rapport à ça? Vous estimez que ces paysages historiques sont en danger. Pourquoi ils seraient en danger? Écoute, il y a deux choses que nous percevons. Il y a énormément de projets qui se font, mais qui sont morcelés, qui sont en petites parties. Par exemple, sur le tracé qu'on vient de faire par le tram, il y a pour l'instant 15 projets qui se font, sans cohérence entre eux. Et puis, il y a énormément de projets dans la ville pour réorganiser nos espaces publics, par pour exemple, des justes raisons. Hein. On parlait de rue de la Régence. Quel est le problème, par exemple, des nouveaux aménagements qui sont évoqués? Écoute, on essaie bien sûr de rendre la ville plus accessible, moins automotif, plus ouvert aux modes de transport divers. Dans le cas de la rue de la Régence, c'est le tram, c'est le nouveau aménagement qui sera complètement changé pour organiser les différents modes de transport, de tram. Une problématique de sablier, c'est ça notamment. Et vélo. Ouais. Mais pour le réaliser et pour être aux normes, en fait, les interventions sont assez importantes. Cette belle rue rectiligne est très simple dans ses aménagements, dans ses matériaux, est monumentale. Et les aménagements
vont bouleverser un petit peu cet aménagement avec des haltes qui changent les trottoirs, des pistes cyclables qui vont derrière, etc., etc. Stéphane, est-ce que c'est possible justement de respecter le patrimoine tout en s'adaptant au changement? On sait que là, il y a beaucoup plus de modes de transport. Comment faire justement pour faire en sorte que les cyclistes, les piétons, les différents modes de transport s'allient avec le tram et avec les aménagements de la rue Royale? Nous pensons que c'est effectivement possible. Comment? Parce qu'on le voit dans des autres villes. Hein. On reprend très souvent l'exemple de Bordeaux, qui a un réseau de trams qui passe au centre-ville. En fait, ce qu'il faut, c'est que des experts en patrimoine sont présents très tôt dans le processus. Il faut essayer, bien sûr, de marier les deux, trouver des solutions, parfois des compromis des deux côtés, mais pour des bonnes causes. Est-ce que Stéphane, vous trouvez que c'est une dynamique qui est générale ou alors c'est certains projets qui sont problématiques? Vous parliez de l'avenue de Tervuren, vous parliez de l'avenue de la Régence par exemple, ou de la place de Liberté, je sais aussi que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Est-ce que ce sont quelques projets ou alors c'est une nouvelle politique de mobilité et d'aménagement du territoire qui est beaucoup plus problématique? Nous ne sommes pas pessimistes. Vous avez cité bien sûr les exemples qui font le plus de mal. Effectivement, c'est en partie une politique qui n'est pas suffisamment sensible pour le patrimoine. Hein, et on aimerait comparer avec la France. On va réaménager la place de la Concorde à Paris. Avant de commencer, ils ont constitué un groupe d'experts, dont des historiens, dont des... On ne fait pas suffisamment ça à Bruxelles de vous solliciter, de voir un petit peu... Pas suffisamment tôt. Non. Pas suffisamment tôt. Nous pensons qu'on peut faire des projets ensemble, qu'on doit être ambitieux. On le voit dans des autres villes. C'est un défi, mais pour du mieux et pour conserver nos espaces publics les plus importantes, les plus qui sont dans leur forme d'origine. Ça, c'est important pour l'identité de la ville. Voilà. Merci Stéphane. Et alors, Merci de quoi la ville de demain sera-t-elle faite? On sait que ce sera une ville plus multimodale, avec différents modes de transport. Une ville aussi plus saine pour ses habitants. Comment? Eh bien, on en parle dans les prochaines secondes. Et de quoi sera faite la ville de demain? Parlons-en avec Antoine Cray. Vous êtes géographe spécialisé en urbanisme et en environnement chez Citydolls, un bureau d'urbanisme. J'ai envie de commencer cet entretien en parlant pas de paysages urbains, mais en parlant de panorama, parce que c'est tout un travail sur lequel vous avez bossé ces dernières années. Expliquez-moi un petit peu en quoi ça consistait. Alors, Panorama, c'était effectivement un travail qu'on a réalisé pour Urban, qui est l'administration de l'urbanisme à Bruxelles, et qui avait pour but de questionner justement les différents points de vue qu'on peut avoir sur la ville, et aussi la relation un peu subjective qu'on peut avoir avec ces points de vue. Et donc, on avait proposé aux gens de nous envoyer des photos avec des commentaires sur les paysages, soit qu'ils aimaient ou soit qu'ils les interpellaient à Bruxelles. Et puis alors on a exposé ces différents paysages et ces différents panoramas. Et puis on a organisé un débat autour de ça. Et c'est assez intéressant parce que ça montre que les points de vue en fait sont très différents. On peut avoir une même vue ou un même panorama avec des points de vue complètement opposés. C'est ça que les Bruxellois pensent des panoramas, ils ont des vues totalement subjectives et totalement différentes. Alors par exemple, si on prend un panorama très célèbre qui est celui de la place Poulart, hein, où on a une vue sur l'entièreté de la ville, dans certains cas on avait des photos et des points de vue à partir de cette place en disant c'est un panorama magnifique, on a une vue sur la vallée de la Seine, et donc vraiment c'était apprécié. Et puis on avait des points de vue complètement opposés en disant c'est le chaos total parce qu'on voit des immeubles autour à côté ou en tout cas une très grande diversité des formes urbaines, qui est en fait une des marques de fabrique de Bruxelles, hein, c'est cette très grande diversité qu'on a dans le paysage urbain. Et on a ces points de vue qui sont des jugements par rapport à ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas dans le paysage urbain. Vous, Citydolls, vous êtes un bureau d'urbanisme, vous faites aussi de l'aménagement du territoire, un petit peu vous faites attention aux thématiques environnementales. Quels sont les projets, par exemple, sur lesquels vous avez travaillé ces derniers temps ?
Alors on travaille effectivement notamment sur l'espace public et donc notamment sur l'aménagement de l'espace public dans lequel on voit tous les besoins de transition qu'il y a avec les nouveaux usages, mais aussi la fonction environnementale qui doit être intégrée dans l'espace public. Et donc tous les débats sur la qualité de cet espace quand il doit être réaménagé et puis les besoins aussi auxquels cet espace public doit pouvoir répondre. Répondre pour la fonction sociale, pour la fonction environnementale et pour les fonctions de mobilité. C'est quoi les priorités justement par rapport à ça? On parle beaucoup de climat par exemple, les îlots de chaleur. Oui, tout à fait. Mais en fait, les priorités, elles évoluent dans le temps et elles évoluent en fonction de l'évolution de la société et puis de l'évolution du climat dans lequel on est. On s'est tous rendu compte avec le Covid à quel point dans la ville on avait besoin d'avoir des espaces et des espaces végétalisés. On avait besoin d'avoir des arbres. Avec le changement climatique, on a besoin d'avoir de l'ombrage. On a besoin de pouvoir gérer des épisodes pluvieux qui deviennent de plus en plus intenses. On vient d'avoir les événements en Espagne complètement dramatiques. On a eu les inondations à Liège. On voit que la gestion des eaux pluviales, à partir du moment où on imperméabilise tous les espaces publics et puis on renvoie tout au réseau d'égouts. Ces réseaux d'égouts, ils ont été dimensionnés sur une période de retour de 10 ans, donc sur des épisodes pluvieux qui historiquement se passaient tous les 10 ans. Aujourd'hui, on voit que ces épisodes pluvieux, ils ont tendance à se répéter de plus en plus et à devenir de plus en plus intenses. Et donc ça veut dire qu'on a trouvé des solutions qui sont plus durables, plus résilientes dans l'espace public. Toutes ces préoccupations actuelles, est-ce qu'elles sont compatibles avec la vision qu'on avait de la ville avant et le patrimoine en particulier? Alors le patrimoine, c'est évidemment une des dimensions qu'il faut pouvoir prendre en compte dans un projet d'espace public. Et en fait, ce qui est important dans un projet d'espace public, c'est de concevoir les choses avec un angle de qualité ou un regard de qualité sur l'espace. On a eu en fait dans l'histoire différentes tendances dans l'aménagement de l'espace public. On a évoqué l'urbanisme du 19e qui est un espèce d'urbanisme total qui a été une période assez riche effectivement, qui composait les façades, l'espace public comme un tout. Mais très vite, ça a été remplacé par l'urbanisme beaucoup plus fonctionnaliste et l'aménagement lié à l'automobile qui a en fait transformé complètement tout le paysage urbain et le paysage routier en particulier. Et aujourd'hui, on doit un peu réinventer une nouvelle culture de l'espace public avec l'évolution des modes de mobilité, avec la question environnementale et puis la pression de l'usage aussi, les besoins qui ont changé, la densification de la ville. Qui fait qu'on a des besoins pour le jeu, pour les enfants, pour arriver à trouver de la place pour tout le monde. Et l'espace public, c'est vraiment le domaine dans lequel toutes ces dimensions-là viennent se regrouper. Et donc, forcément, ça crée des tensions. Forcément, c'est pas facile à résoudre. Mais par le design, par la conception et par un dessin de qualité, et dans des processus notamment d'intelligence collective et autres, on arrive à résoudre ces problèmes de manière intelligente. Ce qu'il faut arriver à dépasser, c'est surtout les oppositions qu'on peut avoir dans l'espace public. À Bruxelles, est-ce qu'il y a suffisamment de cohérence quand on en vient à des nouveaux projets, par exemple, quand on a envie de construire une nouvelle maison à côté d'une ancienne? Comment ça se passe pour avoir cette cohérence, justement? Alors, on parle souvent de cohérence ou de grands ensembles ou de raccords qui doivent être harmonieux entre les bâtiments, par exemple. Et en fait, quand on regarde la ville telle qu'elle est aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'elle est essentiellement faite de contrastes. Alors, le contraste, c'est une des réalités qu'on a à Bruxelles. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut absolument rechercher. Il faut en partie essayer de trouver, de travailler sur une forme d'harmonie ou sur une forme d'équilibre entre les éléments entre eux, entre l'espace public et les bâtiments. D'un bâtiment à l'autre, arriver à établir une forme de dialogue. Et ce qui est important, c'est d'arriver à penser la qualité comme étant un des éléments qui peut faire en sorte qu'on arrive à cette cohérence. Et cette cohérence, elle n'est pas spécialement liée à une hauteur spécifique de bâtiment qui doit être pareille. On n'est pas dans une ville comme Paris, par exemple, où on a vraiment une hauteur de corniche qui est déterminée de manière tout à fait uniforme. À Bruxelles, on est vraiment avec quelque chose de beaucoup plus hétéroclite. Et quand on parle des espaces verts, justement, on en parle beaucoup aujourd'hui. Quand les espaces verts sont réalisés aujourd'hui, en 2024, est-ce que la cohérence, comment elle se fait par rapport à tous ces espaces verts et ces espaces publics? Alors oui, il y a pas mal de bonnes pratiques et en fait on a la chance à Bruxelles d'avoir un patrimoine d'espaces verts extrêmement riche, qui est un patrimoine en partie historique, mais aussi dans les années récentes, en fait on a développé des nouveaux espaces verts avec Bruxelles Environnement qui sont très qualitatifs, notamment ne fût-ce que la promenade verte par exemple, qui relie les espaces verts entre eux dans la deuxième couronne. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement novateur, d'extrêmement riche, et donc on développe des nouveaux parcs qui sont de très grande qualité et qui allient des qualités sociales et donc d'usage, mais aussi des qualités naturelles et pour arriver à interconnecter entre eux des milieux et
des espaces écologiques aussi. Merci Antoine d'avoir participé à cette émission. Merci à vous Stéphane qui était là juste un petit peu plus tôt. Et merci à vous évidemment de nous avoir suivis et écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.